Ça m'a beaucoup étonné parce on a mis ça sur Facebook, on a eu près de 2 millions de vues. Bienvenue sur Icônes et Silences, le lieu où les légendes révèlent enfin leurs cicatrices. Une voix grave, rauque comme imprégnée de fumée et de secrets insondables. Une silhouette interminable qui a traversé les décennies sans jamais sembler vieillir. Et cette question obsédante qui a hanté la France entière pendant plus de 50 ans. Qui est réellement Amanda Lear? Est-elle simplement la muse immortelle du grand Salvador Dali? Est-elle l'amante qui a inspiré David Bowie? Ou est-elle l'illusionniste ultime, la créatrice de la plus grande énigme du monde du spectacle? Sous les projecteurs aveuglants des années 70, Amanda Lear a fait danser l'Europe entière. Mais derrière les paillettes du disco et les rires provocateurs, elle portait un masque lourd, très lourd. Elle a laissé le monde spéculer sur son genre, sur sa naissance, sur son passé, car c'était le prix à payer pour exister dans un monde d'hommes. Mais aujourd'hui, le spectacle est terminé et les lumières se sont éteintes. À 86 ans, loin du tumulte parisien, assise seule au milieu de ses oliviers en Provence, Amanda Lear brise enfin le silence. Elle ne cherche plus à choquer, elle ne cherche plus à séduire, elle nous regarde droit dans les yeux pour admettre ce que nous soupçonnions tous depuis le début. Ce mystère n'était pas un jeu innocent, c'était un pacte faustien signé avec des génies qui l'ont autant créé qu'ils l'ont enfermé. Mais ce n'est pas cette ambiguïté qui l'a brisé. La véritable tragédie de sa vie est ailleurs. Elle réside dans une nuit d'enfer en l'an 2000, lorsque les flammes ont ravagé sa maison du bonheur. Ce soir-là, elle a tout perdu, ses souvenirs, ses œuvres et surtout celui qui donnait un sens à son existence. Comment une icône survit-elle quand son univers part littéralement en fumée? Comment continuer à sourire quand on est devenu la gardienne d'un temple en ruine? Avant d'écouter sa confession bouleversante sur ses années de silence, il nous faut comprendre comment le mythe a été forgé. Retournons là où tout a commencé, à l'époque où une jeune fille sans nom cherchait sa place parmi les géants. C'était une époque où tout semblait possible, une parenthèse enchantée où Paris et Londres vibraient au rythme d'une liberté nouvelle. Pour comprendre l'ascension fulgurante d'Amanda Lear, il faut d'abord imaginer une jeune femme à la beauté insaisissable, marchant dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, capturant la lumière comme personne d'autre. Sa rencontre avec Salvador Dali en 1965 n'était pas seulement un hasard, c'était une collision cosmique. Le maître du surréalisme a vu en elle bien plus qu'un mannequin. Il a vu une toile vierge, une œuvre d'art vivante qu'il pouvait façonner. Pendant 15 ans, ils ont formé le couple le plus étrange et le plus fascinant d'Europe. Dali l'a emmené partout, des dîners mondains au plateau de télévision, la présentant comme sa muse spirituelle, son ange à la beauté androgyne. C'est lui, avec son génie provocateur, qui a commencé à semer le doute sur ses origines, créant autour d'elle une aura de mystère impénétrable qui allait devenir sa marque de fabrique. Elle n'était plus seulement une femme, elle était devenue une énigme, une créature sortie tout droit de l'imagination d'un peintre fou. Mais si Dali a sculpté son image, c'est un autre génie qui lui a donné sa voix. David Bowie, l'icône du rock, est tombé sous le charme de cette beauté froide et intellectuelle. C'est lui qui, le premier, a décelé le potentiel musical caché derrière ce timbre de voix si particulier, ce contralto profond et grave qui semblait venir d'une autre dimension. Il lui a dit qu'elle ne devait pas se contenter d'être belle et silencieuse, qu'elle devait chanter, ou plutôt qu'elle devait envoûter. Poussée par cette confiance nouvelle, Amanda Lear s'est lancée dans l'arène musicale et le résultat fut une déflagration. La fin des années 70 l'a couronnée reine du disco, non pas une reine douce et sucrée, mais une souveraine dominatrice et mystique. Avec l'album Sweet Revenge et des tubes planétaires comme Follow Me ou Queen of Chinatown, elle a conquis les classements du monde entier, de l'Allemagne à l'Italie, en passant par l'Amérique du Sud. Sa musique était partout. Dans les discothèques enfumées, sa voix grave promettait des paradis artificiels, répétant inlassablement « Follow me ».
Follow Me. Elle incarnait une femme puissante, une menthe religieuse moderne qui jouait avec les hommes et les codes. À la télévision italienne, elle était une superstar animant des émissions grandioses où son charisme crevait l'écran. Elle était le symbole parfait d'une décennie hédoniste, une icône qui transcendait les frontières et les genres. Le public l'adulait, fasciné par cette sphinx qui refusait de dire qui elle était vraiment, se délectant de chaque rumeur comme d'une friandise. Chaque apparition était un événement, chaque tenue était une déclaration d'indépendance. Elle semblait intouchable, perchée au sommet d'une tour d'ivoire faite d'or et de disques de platine. Pourtant, au cœur même de ce triomphe éclatant, quelque chose de plus sombre commençait à se dessiner. Amanda Lear était devenue une marque, un produit de consommation de masse parfaitement calibré pour l'époque. Elle jouait le rôle de sa vie, celui de la vent mystérieuse, mais à force de porter ce masque jour et nuit, la frontière entre la femme et le personnage commençait à s'effacer dangereusement. Elle était aimée pour ce qu'elle représentait, pour le fantasme qu'elle projetait, mais qui s'intéressait vraiment à l'être humain qui battait sous les paillettes. Alors que les foules scandaient en son nom, elle ne se doutait pas encore que les architectes de sa gloire, ces hommes qui l'avaient élevée vers les étoiles, avaient aussi construit autour d'elle une prison dorée dont les barreaux étaient faits de contrats, d'attentes impossibles et d'une solitude grandissante. Pourtant, alors que les foules scandaient son nom dans les stades bondés de Munich à Milan, une réalité bien plus glaciale s'installait dans les coulisses. Si le public voyait en Amanda Lear une déesse hédoniste nageant dans le champagne et la lumière, la vérité était celle d'une solitude effrayante dissimulée sous des couches épaisses de fond de teint. L'industrie du disque, cette machine insatiable, avait trouvé en elle la poule aux œufs d'or, mais elle exigeait en retour une soumission totale à l'image qu'elle avait contribué à créer. Amanda n'était plus tout à fait une personne, elle était devenue un concept marketing, une créature hybride que l'on vendait comme un phénomène de foire chic. Ce pacte avec l'ambiguïté, orchestré par Salvador Dali et encouragé par ses producteurs, s'est refermé sur elle comme un piège impitoyable. Ce qui avait commencé comme une provocation artistique excitante était devenu une prison quotidienne. Imaginez l'humiliation constante, déguisée en curiosité, de devoir répondre 1000 fois à la même question intrusive sur son intimité, de voir des journalistes scruter son corps à la recherche d'une preuve masculine, ignorant délibérément son humanité. On lui demandait de jouer le jeu, de garder le mystère, de ne jamais démentir totalement, car le doute faisait vendre des disques. Elle était prisonnière de son propre mythe, forcée de porter ce masque de sphinx, même lorsqu'elle voulait simplement être une femme, une épouse ou une amie. L'industrie ne la protégeait pas, bien au contraire, elle alimentait la rumeur avec cynisme, exploitant chaque parcelle de sa vie privée pour maintenir les ventes au sommet. Elle était entourée d'une cour de flatteurs et de parasites, mais qui, parmi eux, se souciaient vraiment de ses angoisses nocturnes. Plus douloureux encore était le déni de sa véritable passion. Au fond d'elle-même, Amanda Lear ne s'est jamais considérée comme une chanteuse mais comme une peintre. Elle avait étudié les beaux-arts, elle avait l'âme d'une artiste visuelle et elle espérait naïvement que sa célébrité attirerait l'attention sur ses toiles. Mais le monde du spectacle est cruel envers ceux qui tentent de sortir de leur case. Lorsqu'elle présentait ses peintures, on la renvoyait gentiment mais fermement à son micro, à ses paillettes et à ses chansons disco légères. On lui faisait comprendre que le public ne voulait pas de son âme ou de ses tourments couchés sur la toile, il voulait ses jambes, sa voix grave et ce frisson d'interdit. Cette négation de son identité profonde était une blessure silencieuse, une forme d'exploitation où l'on prenait son image tout en rejetant son essence. Les producteurs la pressaient d'enregistrer hit après hit, de tourner émission après émission, sans lui laisser le temps de respirer, de réfléchir ou de vivre. Elle était une marionnette de luxe, tirée par des fils invisibles, tenue par des hommes qui comptaient les billets pendant qu'elle s'épuisait à sourire sous les projecteurs. Elle avait la gloire, certes, elle avait l'argent, mais elle avait perdu le contrôle de son propre récit. Et dans ce tourbillon vertigineux, alors qu'elle pensait avoir tout sacrifié pour maintenir cet édifice fragile, elle ne savait pas encore que le destin s'apprêtait à lui porter un coup bien plus violent, un coup qui allait réduire en cendres non seulement ses rêves d'artiste, mais le cœur même de sa vie.
La célébrité est une armure qui brille, mais qui ne protège de rien lorsque le destin décide de frapper. Pour Amanda Lear, l'année 2000 ne devait pas marquer le début d'un nouveau millénaire, mais la fin brutale de son monde. Alors qu'elle tentait de trouver un équilibre entre sa vie publique exubérante et sa vie privée jalousement gardée, elle avait construit un sanctuaire, le Mas, une magnifique demeure provençale à Saint-Étienne-du-Grès. C'était là, loin des caméras et des paillettes, qu'elle rangeait ses masques. C'était là qu'elle peignait, empilant des centaines de toiles qui représentaient son véritable moi. Et surtout, c'était là que vivait Alain-Philippe Malagnac, son mari, son ancrage, l'homme qu'il aimait non pas pour la légende, mais pour la femme qu'elle était. Mais la nuit du 16 décembre 2000, l'horreur a pris la forme d'une étincelle vorace. En quelques heures seulement, ce havre de paix s'est transformé en un brasier infernal. Amanda n'était pas là, elle travaillait en Italie, inconsciente du drame qui se jouait chez elle. Lorsqu'elle est arrivée, il ne restait plus que des ruines fumantes et une odeur âcre de cendres et de mort. Le feu n'avait pas seulement détruit des murs et des souvenirs, il avait emporté Alain-Philippe. Son mari avait péri dans l'incendie, piégé par les flammes alors qu'il tentait peut-être de sauver ce qui pouvait l'être. La violence de cette perte fut absolue. En une nuit, Amanda Lear a perdu l'amour de sa vie et l'œuvre de sa vie. Les flammes avaient tout dévoré, ses lettres, ses photos, ses vêtements et tragiquement la quasi-totalité de ses peintures. Ces toiles, qu'elle considérait comme ses enfants, comme la preuve tangible de son talent et de sa sensibilité, étaient réduites en poussière. C'était comme si le feu avait voulu effacer son identité, ne laissant survivre que l'icône médiatique superficielle, tandis que l'artiste et l'épouse étaient anéantis. Le public a vu les titres des journaux, a lu les condoléances formelles, mais personne ne pouvait mesurer l'immensité du vide qui s'était ouvert sous ses pieds. Elle s'est retrouvée seule, debout devant les décombres noircis de son bonheur, avec pour seule compagnie le silence assourdissant de l'absence. Le monde du spectacle, cruel dans sa marche en avant, attendait qu'elle remonte sur scène, qu'elle fasse encore rire, qu'elle soit encore Amanda. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé à jamais. Comment continuer à jouer la comédie de la vie quand le décor a brûlé? C'est dans ce désert émotionnel dépouillé de tout ce qui comptait vraiment qu'elle a dû puiser une force surhumaine pour ne pas s'effondrer totalement. Elle a compris alors que la gloire, l'argent et les rumeurs ne valaient rien face à la fragilité d'une vie humaine, et c'est de ces cendres, lentement, douloureusement, qu'une nouvelle voix allait devoir s'élever pour dire enfin sa vérité. Aujourd'hui, à 86 ans, Amanda Lear a survécu à tout, aux modes, aux critiques, à la mort de son mari et même à sa propre légende. C'est le moment qu'elle a choisi pour s'asseoir, fixer l'objectif de la caméra et briser enfin ce silence assourdissant qui l'entoure depuis un demi-siècle. Ce n'est pas une confession larmoyante, c'est une reprise de pouvoir. Avec une lucidité tranchante, elle admet enfin la vérité sur ce secret qui a fait couler tant d'encre. Non, elle ne confirme pas les rumeurs anatomiques morbides. Elle avoue quelque chose de bien plus profond, elle admet avoir été la complice consentante de sa propre déshumanisation. Elle pointe du doigt l'ombre immense de Salvador Dali, cet homme qu'elle a adoré mais qui fut aussi l'architecte de sa prison dorée. C'est lui qui, dans un éclair de génie manipulateur, a lancé cette rumeur sur sa transsexualité pour choquer la bourgeoisie. Répands le doute, Amanda, lui disait-il, et tu seras immortelle. Elle a obéi, elle a laissé le monde croire n'importe quoi pour exister, mais aujourd'hui, elle nomme le prix de ce pacte faustien. Elle pointe du doigt une industrie du divertissement cynique, ses producteurs et ses managers sans visage, qui, pendant des décennies, lui ont interdit de démentir, lui ont interdit d'être banale, lui ont interdit d'être simplement humaine. Ils ont exploité son ambiguïté jusqu'à la corde, transformant sa vie en un interminable plan marketing. Il y a une colère froide dans sa voix lorsqu'elle évoque ces années où on lui refusait le droit d'être prise au sérieux en tant que peintre. Elle nomme ce système qui l'a enfermée dans le rôle de la bombe sexuelle disco. Alors que son cœur saignait de la perte de son mari, elle n'a jamais pardonné à ceux qui, au lendemain de l'incendie, lui demandaient quand sortirait son prochain album au lieu de lui demander comment elle survivait à son deuil. Elle n'a jamais pardonné à cette presse qui préférait inventer des histoires sur son passé plutôt que de respecter sa douleur présente.
Mais cette rupture du silence est aussi un acte de libération ultime. En refusant désormais de jouer le jeu, en montrant ses rides et sa vulnérabilité, Amanda Lear tue le mythe pour laisser vivre la femme. Elle ne cherche plus l'approbation de Dali, ni celle de Bowie, ni celle du public. Elle déclare avec une dignité royale qu'elle n'est la créature de personne. Elle est Amanda. Une survivante qui a traversé le feu et les mensonges et qui, au crépuscule de sa vie, s'accorde enfin le droit suprême, celui d'être vraie. Elle a repris le pinceau, non pas pour plaire, mais pour se guérir, prouvant que si les flammes peuvent détruire une maison, elles ne peuvent pas s'éteindre l'âme d'une véritable artiste. L'histoire d'Amanda Lear n'est pas seulement celle d'une muse excentrique ou d'une reine du disco déchu, c'est une parabole moderne, cruelle et magnifique sur le prix exorbitant de l'immortalité médiatique. En regardant son parcours, nous sommes forcés de nous poser des questions inconfortables sur notre propre soif de mystère. Avons-nous aimé l'artiste pour son talent ou avons-nous simplement consommé son énigme comme un produit de divertissement ? Pendant des décennies, le monde a été obsédé par ce qu'il y avait entre ses jambes, oubliant tragiquement de s'intéresser à ce qu'il y avait dans son cœur et dans sa tête. Salvador Dali et David Bowie ont peut-être aidé à construire la légende, mais c'est Amanda, la femme, qui a dû porter seule le poids écrasant de cette construction, survivant aux flammes réelles et figurées qui ont jalonné sa route. Son récit est un avertissement retentissant pour une époque obsédée par l'image et la célébrité instantanée. Il nous rappelle que derrière chaque icône glacée sur nos écrans, il y a un être humain qui respire, qui souffre et qui vieillit. Combien d'autres artistes, combien d'autres phénomènes avons-nous enfermés dans des cases dorées, leur refusant le droit à la complexité et à la douleur ? Le silence d'Amanda Lear n'était pas un vide, c'était un bouclier, et lorsqu'elle le brise aujourd'hui, ce n'est pas pour nous offrir un dernier scandale, mais pour nous offrir une leçon de dignité. Elle nous apprend que l'on peut tout perdre, ses amours, ses œuvres, sa maison, et pourtant refuser de devenir une victime. En fin de compte, Amanda Lear a réussi son plus grand chef-d'œuvre, bien plus grand que ses toiles ou ses chansons. Ce chef-d'œuvre, c'est sa propre résilience. Elle nous laisse avec cette pensée obsédante. La vérité n'est pas toujours celle que l'on voit sous les projecteurs, mais celle qui survit dans l'ombre, silencieuse et indestructible. Elle ne cherche plus notre permission pour exister, elle est tout simplement. Et peut-être qu'en écoutant enfin sa voix, dépouillée de tout artifice, nous apprenons à regarder nos idoles non plus comme des dieux à vénérer ou des monstres à analyser, mais comme des miroirs de notre propre humanité fragile. Aujourd'hui, nous n'écoutons pas pour juger, nous écoutons pour comprendre, et surtout pour ne jamais oublier que derrière le masque, il y a toujours une âme qui attend d'être vue.